forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans Armée Nation, la voix du Djambar, une émission réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées depuis le quartier Dial Diop, siège de l'état-major général des armées. Tout de suite, le sommaire. La voix des Djambar. En mini-journal, nous aurons la cérémonie de remise du drapeau national au premier détachement sénégalais de la mission d'appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau à la base militaire de Thiès. La ligne de mire sera axée sur l'entretien sur le lancement des activités en prélude aux journées nationales des sapeurs-pompiers avec le lieutenant-colonel Ange-Michel Diatta, chef de la chaîne emploi de l'état-major de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. La cérémonie de remise de diplômes en langue anglaise au labo anglais des armées SI au Cap Manuel. Cet élément sera suivi de l'entretien sur le financement de ONU Femmes reçu par la division genre de l'état-major général des armées avec le capitaine Aminata Barrow, chef de bureau à la division genre, et Dr Christian Agboton Johnson du Centre des hautes études de défense et de sécurité. En page santé, nous aurons l'entretien avec le vétérinaire commandant Raphaël Tin, chef de la division ressources humaines de la direction du service de santé des armées, en prélude à l'exercice de simulation de gestion d'urgence sanitaire prévu du 9 au 15 mai au centre d'entraînement tactique Capitaine Baïdiagne de Thiès. Les avis et communiqués et le disque du soldat seront les derniers éléments de votre émission. Vous avez à la présentation sergent-chef Sidina Issa Diouf, à la prise de son sergent-chef Famara Bodian. Amis auditeurs, c'était le sommaire, le développement juste après ce tampon musical. Fidèles auditeurs, comme je vous l'ai annoncé dans les titres, le premier détachement sénégalais mis à la disposition de la mission d'appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau a reçu le drapeau national le jeudi 5 mai 2022 à la base militaire de Thiès. C'était lors d'une cérémonie présidée par le général de division Mamadou Gaye, sous-chef d'état-major général des armées, en présence de M. Mamadou Moustapha Ndaw, gouverneur de la région de Thiès, et d'autres autorités civiles et militaires de la cité du Rail. Reportage sergent Mamadou Sarr. Après y avoir envoyé un contingent en 1998 dans le cadre de l'opération Gabou, un autre en 2012 pour la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau, le Sénégal va déployer pour la troisième fois un contingent en République de Guinée-Bissau, un pays de la sous-région récemment victime d'une tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. Ce détachement, placé sous les ordres du chef de bataillon Mathurin Florian Gomis, aura pour mission la sécurisation des institutions et des populations de ce pays. Il a reçu le drapeau national des mains du général de division Mamadou Gaye, sous-chef d'état-major général des armées. Ce dernier n'a pas manqué de donner des recommandations à ses Djambar. Djambar du DETSEN 1, mission d'appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau. Je vous réitère toute la confiance du chef d'état-major général des armées et vous exhorte à garder vos rangs soudés et à faire bloc autour de vos chefs pour remplir efficacement votre mission. Les contingents successifs qui se sont déployés dans ce pays jusqu'en 2020 ont pleinement participé à la reconstruction des infrastructures et à assister les personnes vulnérables. Ce rappel est important parce qu'il vous engage à respecter scrupuleusement les règles d'engagement de la mission et à inscrire vos actions quotidiennes dans la discipline et le professionnalisme qui ont toujours fait notre réputation depuis les premières heures de notre engagement en opération extérieure en 1960. Il vous reviendra donc, aux côtés d'unités venant d'autres pays, de la CEDEAO, de garder en permanence à l'esprit votre rôle d'ambassadeur et de porte-étendard des forces armées sénégalaises. Le succès de la mission dépend également de la disponibilité du matériel. À ce propos, le sous-chef d'état-major général des armées a exhorté le personnel à en prendre soin.
Pour maintenir la performance opérationnelle, je vous recommande particulièrement de faire un effort sur l'entretien du matériel mis à votre disposition. Fruit d'efforts diligents des directions de service, l'armement et les moyens roulants et d'observation qui vous sont confiés méritent un engagement rigoureux de la part de chacun d'entre vous. Le succès de votre mission ainsi que la valorisation de l'entraînement que vous avez suivi sont tributaires avant tout d'un taux de disponibilité correcte des matériels. Je vous engage donc à faire preuve de professionnalisme dans ce domaine prioritaire. Dernière née des unités, le choix porté sur la 4e compagnie du 3e bataillon n'est pas fortuit, nous dit le général Gaye. Le Sénégal a décidé, comme à l'accoutumée, de répondre à ses engagements internationaux en déployant dans le cadre de la force régionale un contingent de la valeur d'une compagnie motorisée. La nature de cette unité témoigne ainsi de la volonté de notre pays de participer pleinement au volet opérationnel du mandat de la CEDEAO. Officiers, sous-officiers, militaires du rang du DETSEN 1, mission d'appui à la stabilisation en Guinée-Bissau, le choix porté sur vous, qui formez la dernière née des unités du 3e bataillon d'infanterie, n'est pas fortuit. En effet, après avoir déjà subi un entraînement soutenu au centre d'entraînement tactique capitaine Abdoulaye Ngom dès septembre 2021, dans le cadre du programme annuel de préparation opérationnelle de l'armée de terre, et ayant fait l'objet d'une dotation matérielle conséquente pour sa montée en puissance, la 4e compagnie se positionne comme une unité tout à fait apte à contribuer au retour de la paix et de la stabilité en République de Guinée-Bissau. Composé de 150 hommes, dont 2 personnels féminins, ces ambassadeurs du Sénégal en terre étrangère doivent cultiver l'esprit de corps et faire preuve de solidarité en toutes circonstances pour le succès de la mission, leur a rappelé le général Gaye. En prélude aux Journées nationales des sapeurs-pompiers, Armée Nation a reçu dans les locaux de son studio radio Feu Adjudant Mansour Diouf, le lieutenant-colonel Ange Michel Diatta, chef de la chaîne emploi de l'état-major de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le lieutenant-colonel Diatta nous a accordé un entretien sur l'organisation et le lancement des activités de ces journées. Il est au micro du caporal-chef Yvette Tchoumsen. Bonjour, mon colonel. Merci beaucoup. C'est toujours un honneur pour moi d'être là et afin de pouvoir m'adresser quand même à tous vos partenaires, tous les éléments qui adorent cette émission et qui la suivent, en particulier les militaires au Sénégal et dans le monde, dans les missions. Je suis le lieutenant-colonel Papa Ange Michel Diatta. Je suis à l'état-major de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers où j'occupe les fonctions de chef de la chaîne emploi. Et dans le cadre des Journées nationales des sapeurs-pompiers, je suis chargé en fait de la cellule communication. Mon colonel, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers organise les Journées nationales des sapeurs-pompiers. Et pouvez-vous dire à nos auditeurs le pourquoi de l'organisation de cette journée dédiée aux soldats du feu? Oui, en fait, cette journée, c'est d'abord pour rendre un hommage mérité à tous les soldats du feu. Ensuite, c'est un bon prétexte pour communier avec nos collègues des forces de défense et de sécurité, que ce soit les militaires comme les paramilitaires. C'est également pour nous un prétexte également pour rendre hommage à nos illustres devanciers, donc les anciens qui ont mené le corps jusqu'à la brigade des sapeurs-pompiers. C'est également un moment de communion avec les autorités et enfin c'est un excellent moment de communion avec les populations qu'on est appelé à servir au quotidien. En prélude, vous avez envisagé le lancement des opérations de consultation gratuite à la caserne de Guédiawaye. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette activité? Effectivement, c'est des journées de consultation gratuites, mais il faut noter également qu'il y a une opération de don de sang.
Vous êtes sans savoir qu'on sort quand même d'une période de carême couplée au ramadan. Et on le voit au quotidien, nous les sapeurs-pompiers, on est bien placés pour savoir les dégâts que font les accidents, surtout par rapport à la perte de sang des victimes. Eu égard à la détresse, vous avez suivi ces temps-ci dans la presse les appels lancés par le Centre national de transfusion sanguine, avec qui on va mener ces activités de don de sang, mais également l'hôpital principal de Dakar. Donc ces poches collectées vont servir à renforcer les banques de sang qui à ce moment, comme l'a bien souligné d'ailleurs ce matin le directeur du Centre national de transfusion sanguine, sont quasiment vides. Donc cette action de solidarité se fera avec les sapeurs-pompiers, notamment ceux qui sont à Guédiawaye et alentour. Mais nous y convions fortement nos collègues des FDS, nous y convions également toute la population de Guédiawaye à venir donner du sang et pour sauver des vies. À la suite de ces journées de don de sang, il y aura des journées de consultation gratuites, des consultations médicales généralistes, mais également il y aura des consultations dentaires au profit des populations. Et donc ces consultations-là se feront gratuitement. Mon colonel, quel est le thème retenu pour cette édition 2022 et pourquoi le choix de ce thème? Le thème retenu, c'est le rôle des sapeurs-pompiers dans la gestion des catastrophes et pandémies. Pourquoi ce thème? Au vu de l'actualité, vous savez que ces quelques années passées ont été marquées par la pandémie de la Covid, où les sapeurs-pompiers ont eu à jouer un rôle important, naturellement avec le concours de nombreux services. On a également quand même depuis plus d'une décennie des inondations assez récurrentes, que ce soit à Dakar ou à l'intérieur du pays. On l'a vu si on interroge l'histoire, les sapeurs-pompiers quand même ont été au front, ont toujours été présents lors des grands incendies, lors des événements comme les invasions de criquets acridien. Les sapeurs-pompiers ont également été présents quand il y a eu des événements malheureux comme le bateau Joola, notamment les plongeurs, comme dans certains accidents graves comme les déraillements de train ou les chavirements de pirogues il y a quelques mois au niveau de l'île aux Serpents et il y a quelques années au niveau de l'île d'Ongor. Donc c'est tous ces éléments qui ont fait porter le choix sur la gestion des catastrophes et pandémies. Et surtout, comme je dis, l'actualité présente même nous invite à ne pas dormir sur nos lauriers puisque la pandémie du Covid est toujours là. Donc c'est un bon moment de revenir sur tous ces aspects-là, que ce soit dans le cadre de la prévention, mais également dans le cadre des opérations. Mon colonel, votre mot de la fin? Voilà, donc je vais en profiter pour quand même lancer une invitation à vous, déjà la DIRPA, à tous les collègues militaires, aux forces de défense et de sécurité de manière globale, à toute la population, que ce soit jeunes, vieux, femmes, hommes, et j'en passe, donc à venir très nombreux pour les journées de don de sang qui se dérouleront, je le précise également, à Dakar et dans les régions, dans quasiment toutes les casernes de sapeurs-pompiers. Donc à partir de demain, il y aura des journées de don de sang et venir marcher avec nous et surtout venir avec les enfants, surtout les enfants. Il y aura des démonstrations, il y aura des exhibitions. Il y aura les échelles, surtout pour les petits-enfants qui pourront monter sur les échelles de sapeurs-pompiers, porter les casques, porter la tenue et prendre des photos. Mais pour les plus grands également, il y aura des expositions très intéressantes qui sont liées à la thématique, notamment le rôle des sapeurs-pompiers dans la gestion des pandémies et catastrophes. Chers auditeurs et auditrices, je vous rappelle que nous étions avec le lieutenant-colonel Papa Ange Michel Diatta, chef de la chaîne emploi de l'état-major de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. 28 militaires ont reçu leur diplôme de fin de stage en langue anglaise. La cérémonie a eu lieu le vendredi 29 avril dernier au labo anglais des armées, si au Cap Manuel. C'était sous la présidence du capitaine François-Michel Diop, chef du bureau planification. Reportage sergent-chef Alassane Diop. Étalée sur une durée de 2 mois, cette formation académique au profit de ces 28 militaires, sous-officiers et militaires du rang
est le parachèvement d'un premier jalon visant à initier ce personnel aux connaissances techniques et intellectuelles de base dans la langue de Shakespeare. L'acquisition de connaissances dans les domaines techniques et intellectuels demeure un des objectifs fondamentaux de la formation militaire. Elle contribue à doter le soldat d'outils et de rudiments essentiels pour bien tenir son poste de responsabilité. Le capitaine François-Michel Diop, chef du bureau planification, sur le but de cette formation. Ces sessions visent principalement à aider le personnel militaire à pouvoir intégrer les théâtres extérieurs en ayant des éléments de langage, en sachant comment le système se déroule au niveau des OPEX et pouvoir suppléer les différents responsables au niveau des contingents en tant que soit traducteur, interprète ou bien pour en tout cas les accompagner au niveau des différentes missions, et d'autant plus que l'une des langues officielles de l'ONU est en l'anglais. Donc ces personnels seront d'un grand apport dans les missions de théâtre extérieur. Cette session de formation a été conduite grâce à l'expertise exclusive d'instructeurs militaires sénégalais, une contribution appréciée par le capitaine Diop. Les cours ont été entièrement dispensés par du personnel militaire parce que nous avons l'expertise, nous avons les compétences pour le faire. Et je salue vraiment leur engagement. Et j'en profite aussi pour remercier tout l'encadrement durant cette session. À leur tête, le sergent-chef Jacques Diatta, qui est responsable donc du labo. Cette session de formation, de par son utilité, est une plus-value chez les stagiaires dans leur quête de savoir. Le sergent Cheikh Tidiane Mané, instructeur au labo anglais, de jauger leur niveau. C'est un level 1 qui devait même être un level 2. La classe est vraiment à la hauteur de ses capacités intellectuelles, militaires. Les connaissances acquises durant ces quelques semaines de cours ont été bénéfiques aux stagiaires. L'adjudant Pape Ndiaye Seck, participant. Par le level 1 que tu peux comprendre les mots utilisés en anglais dans l'armée. Donc ça nous a été très bénéfique, tant sur le plan des cours, c'est-à-dire sur le plan intellectuel, et aussi cette richesse de pouvoir rassembler tous les corps et toutes les armées de terre, air, mer. Et ça a été très chaleureux et très amical. Dans la même lancée, l'adjudant-chef Geneviève Kenny, chef du service socio-éducatif du camp pénal de Liberté 6, n'a pas manqué de magnifier l'esprit coopératif entre forces de défense et de sécurité. La relation est une relation très sincère. Je remercie encore l'armée et j'aurais souhaité que cette relation qu'on a commencée, j'aurais souhaité que cette coopération continue, que l'administration pénitentiaire continue à être appelée par l'armée pour qu'on puisse faire des formations en anglais ensemble. Compte tenu de la sollicitation des armées au niveau international dans les missions de maintien de la paix et les nécessités de formation du personnel hors du pays, il est devenu impératif, voire nécessaire, de disposer de ressources humaines qualifiées et outillées afin d'intégrer ces paramètres, ceci pour la bonne conduite des missions qui leur seront assignées, mais aussi maintenir le renom des armées. Fidèles auditeurs, nous sommes avec le capitaine Aminata Baro, chef de bureau à la division genre de l'état-major général des armées, et Dr Christian Agboton, directeur des programmes spéciaux au Centre des hautes études de défense et de sécurité. Capitaine, bonjour. Bonjour. Capitaine, vous venez nous entretenir sur le projet ELSI que viennent de bénéficier les armées sénégalaises. C'est quoi donc le projet ELSI? Les projets ELSI sont financés par le fonds de l'initiative ELSI qui est logé au niveau de ONUFEM, une structure des Nations Unies. Donc le fonds de l'initiative ELSI vise à accroître la participation des femmes dans les missions des Nations Unies. Donc c'est dans ce cadre que le Sénégal avait demandé des financements concernant les projets ELSI et il était question de faire un projet préalable qui est le projet d'évaluation des obstacles dont nous bénéficions aujourd'hui de financement. Capitaine, vous dites que ELSI est un fonds qui vise à augmenter le personnel féminin dans les armées et surtout dans les missions onusiennes. Maintenant, la question est, est-ce que ce fonds vous a été octroyé pour une durée bien déterminée ou bien on vous a laissé libre cours pour l'utilisation? Oui, donc pour le fonds, Madame le docteur Christian Agboton va y revenir. Il y a un chronogramme donc, qui est échelonné sur 9 mois. Ce programme est bien structuré, il y a des activités à mener. Et les activités visent à faire des enquêtes dans tout le territoire national.
Donc, dans toutes les zones militaires, donc, il y aura des enquêtes qui seront menées sur des hommes et des femmes militaires. Et il y a un questionnaire déjà qui est préétabli et ce questionnaire va être administré au niveau des hommes et des femmes qui seront sélectionnés. À peu près 380 militaires, donc hommes et femmes. Idéalement, le même nombre d'hommes et de femmes. Donc maintenant, l'échelonnage sur le territoire, où est-ce qu'on va prendre tel nombre et tel nombre, ça sera fait en rapport avec l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, spécialisée dans ce domaine. Donc le CHEDS est un partenaire d'exécution des armées. Donc ils sont chargés vraiment de mettre en œuvre l'enquête. Donc ils vont sélectionner des enquêteurs qui sont en leur sein et également l'ANSD va proposer d'autres enquêteurs, mais eux ils sont chargés d'organiser et de superviser l'exécution des enquêtes. Et à l'issue, l'ANSD va exploiter les données. Et l'exploitation des résultats permettra de proposer des axes d'effort sur lesquels il faudra agir pour renforcer l'intégration des femmes dans les armées et l'accroissement du nombre de personnels féminins dans les missions des Nations Unies. Docteur Christian Agboton, vous allez juste nous parler de la faisabilité de ces études. Comment vous avez fait pour parvenir à ficeler ce programme pour qu'il y ait une bonne coordination? Merci, je suis le docteur Christian Agboton Johnson, directeur des programmes spéciaux au CHEDS, et je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous parce que c'est pour marquer vraiment le fait que les armées sénégalaises viennent donc de bénéficier de ce financement pour, comme vient de le dire le capitaine Barrot, faire une enquête permettant de voir quels sont les obstacles à l'intégration des femmes ou à une meilleure intégration des femmes dans les armées sénégalaises, parce que c'est à partir du niveau national que vous pouvez avoir plus de femmes dans les opérations de maintien de la paix. On sait qu'au niveau des Nations Unies, depuis la fameuse résolution 1325 des Nations Unies de 2000, des efforts sont faits pour que dans tous les domaines, il y ait une meilleure participation des femmes. Et on se rend compte que ça ne bougeait pas toujours. Et donc, avec ce projet ELSI, il était question de voir, mais quels sont les obstacles, puisque il faudrait comprendre pourquoi il n'y a pas autant de femmes qu'on le souhaiterait dans les armées, dans la police, dans la gendarmerie. Et donc, nous avons eu, je peux dire, la chance de conduire pour le Sénégal cette évaluation des obstacles pour la police et la gendarmerie. Le CHEDS l'a donc fait entre 2019 et 2020. Et on est très fiers parce que sur 8 pays qui ont testé cette méthodologie-là, le Sénégal était le seul pays francophone retenu. Et ça, il faut en tenir compte parce que c'est lié aussi à tous nos succès dans le domaine des opérations de paix, l'excellence du travail qui est fait. Et donc, le Sénégal, au niveau mondial, est le seul pays francophone. Je ne dis pas pays africain francophone, le seul pays francophone. Nous avons fait de l'excellent travail, développé de bonnes pratiques. Et il était important qu'à côté de la police et de la gendarmerie, que les armées puissent elles aussi bénéficier de ce programme-là. Donc, la première étape, comme l'a dit le capitaine Barrot, c'est un diagnostic. Quels sont les obstacles? Et on va aller sur l'étendue du territoire, rencontrer des hommes, des femmes qui sont dans les armées pour comprendre qu'est-ce qui bloque. Parce qu'une fois que vous avez posé un diagnostic, un bon médecin, après vous pouvez appliquer un traitement. Donc après ce premier projet qui n'est pas très long, qui sera d'une durée maximale de 9 mois, il y aura une autre quête qui sera faite pour apporter des solutions. Si par exemple on se rend compte que c'est de devoir s'occuper des enfants en bas âge qui est un obstacle pour les femmes, mais pourquoi pas on dira mais construisez des crèches, etc. Donc voilà, améliorer la formation dans certains domaines. Donc il y a plein de solutions qui viendront, mais d'abord il faut évaluer les obstacles. Et au Sénégal, comme elle vient de le dire aussi, nous avons voulu travailler avec les meilleurs. Et c'est pour cela qu'on s'est tourné vers l'ANSD, qui est une structure reconnue pour son sérieux et qui pourra donc travailler avec les forces armées pour vraiment avoir des résultats qui soient à la hauteur de nos attentes et qui permettent de maintenir vraiment le niveau d'excellence et de reconnaissance que nous avons dans le domaine de la défense et de la sécurité. Tantôt, capitaine Barrot a parlé de faire un sondage, recueillir les problèmes, mais les solutions, vous allez les trouver où exactement? Alors, quand on recueille les problèmes,
si je discute avec vous, que vous me dites il y a tel souci, tout de suite je peux vous demander mais quelle solution pouvez-vous proposer? Parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir un document avec oui, il y a des problèmes à tel niveau, etc., etc. Mais il y a également des recommandations qui seront faites et des recommandations à différents niveaux. Des recommandations qui sont du niveau stratégique, des recommandations qui sont du niveau opérationnel. Alors, si je comprends bien, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, par exemple, pose un problème, vous lui demandez en même temps de proposer une solution à ça. S'il peut la proposer, oui. Parce que à la fin, vous avez un document où vous avez les obstacles, mais où vous avez également des recommandations qui sont de divers ordres. Et c'est pour cela que le travail avec le haut commandement sera très important. Parce qu'il faudra qu'à chaque étape, il y ait une réelle appropriation par tout le monde et que les axes stratégiques après à développer soient développés de commun accord. C'est très important. Ce n'est pas un programme des femmes pour les femmes, non. C'est un programme pour un mieux-être, j'allais dire, au sein des armées. Et cela, c'est pour tout le monde. Quand on résout un problème par un problème, il y aura toujours problème. Maintenant, après avoir concocté des solutions, vous allez les soumettre à qui? Donc, après le sondage, il y aura des solutions qui seront proposées par les spécialistes d'abord. Donc, il y a déjà des spécialistes de la méthodologie qui vont, en fonction de l'exploitation des données, proposer déjà des solutions. Maintenant, à partir de ces solutions, nous, armées sénégalaises, et nous allons nous concerter au sein des armées, voir par rapport aux solutions qu'ils ont proposées, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en œuvre ou pas. Mais la décision de résoudre un problème ou un autre appartient toujours au commandement des armées. Maintenant, le fonds ELSI pourra venir en soutien financier pour nous aider à mettre en œuvre les solutions. Madame, pour une dernière question, comment voyez-vous ce projet et quelle approche faites-vous de ce projet par rapport aux réalités du pays, étant donné que les armées sénégalaises sont un microcosme de la population sénégalaise? Je pense qu'il y a une chose qui est très importante dans ce projet-là, c'est l'appropriation nationale. C'est-à-dire que même s'il y a des bases qui viennent avec le projet, il y a une contextualisation. C'est-à-dire que la manière dont le projet est fait au Sénégal, ce n'est pas de la même manière que c'est fait au Togo ou au Niger. Vous avez ce qu'on appelle un atelier de contextualisation où vous prenez tous les documents, vous les regardez, vous voyez si les questions correspondent à votre environnement culturel, à votre manière de vivre et vous les contextualisez. Et ça, c'est extrêmement important. Dans le projet aussi, il y a un groupe de travail qui est mis en place où il y a des gens de l'armée, des gens de l'ANSD et d'autres qui sont du SHEDS. Et c'est ensemble qu'on discute, qu'on échange parce que ça ne doit pas être quelque chose qui est parachuté. Ça doit être quelque chose qui, à chaque étape, est construit par les armées également. Donc ça, c'est très, très important parce qu'on a souvent des projets où on vous parachute des concepts, des choses qui parfois ne sont même pas adaptées à ce que vous êtes. Et là, la contextualisation est importante. Le projet ne donne pas, par exemple, si on peut l'appeler, des guides ou des faites ceci, faites cela. Non. Il vous laisse libre cours. Oui. C'est dans l'échange, c'est dans le dialogue parce que quand je travaille en tant que Sénégalaise et quand je travaille en tant qu'Américaine, ma vision de certaines choses n'est absolument pas la même. Et dans ce projet, la partie contextualisation est extrêmement importante. Quand on l'a fait pour la police et la gendarmerie, on a mis plus d'1 mois rien que sur le questionnaire. Telle question, est-ce qu'on l'accepte? Est-ce que si? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on la traduit en Wolof, c'est perçu comment? Voilà. Et ça, la contextualisation est un élément extrêmement important à souligner dans ce Voilà, amis auditeurs, nous rappelons que nous étions avec le capitaine Aminata Barrow, chef de bureau à la division genre de l'état-major général des armées, qui était en compagnie du docteur Christian Agboton, directeur des programmes spéciaux au Centre des hautes études de défense et de sécurité. La direction du service de santé des armées va organiser un exercice de simulation de gestion de situation d'urgence sanitaire
dans la période du 9 au 14 mai 2022 au centre d'entraînement tactique Capitaine Baïdjagne de Thiès. Dans cette optique, nous recevons notre invité, le vétérinaire commandant Raphaël Tine de la direction du service de santé des armées. Il s'entretient avec l'adjudant Alun Kébé. Chères auditrices et auditeurs de Armée Nation, aujourd'hui nous recevons notre invité, vétérinaire commandant Raphaël Tine, chef de division ressources humaines à la direction du service de santé des armées. Prétexte de notre entretien, l'organisation d'un exercice de simulation de gestion de situations d'urgence sanitaire dans les prochains jours par la direction du service de santé des armées. Mon commandant, bonjour. Bonjour. Mon commandant, pouvez-vous nous parler un peu de l'exercice de simulation de gestion de situations d'urgence sanitaire que va organiser la direction du service de santé des armées dans les prochains jours? Quel est l'intérêt de cet exercice, mon commandant? Merci pour l'invitation. Avant de répondre à votre question, vous me permettez au moins de mettre un contexte sur l'événement qui se projette. En effet, l'armée sénégalaise dispose d'hôpitaux mobiles de campagne. Et le service de santé des armées s'est engagé dans un processus de certification de son hôpital de niveau 2 depuis août 2018, à la suite de la rédaction et de la validation de procédures opérationnelles normalisées. Ainsi, il en est suivi maintenant, dans ce processus de certification, de pouvoir, avec des partenaires techniques, de certifier une équipe médicale d'urgence. Et c'est là où je en viens à votre question pour vous dire que la mise en place d'une équipe médicale d'urgence pour les armées a pour but de réduire les pertes en vies humaines et de prévenir l'invalidité de longue durée lors de catastrophes d'apparition soudaine ou de situations d'urgence sanitaire. Il s'y ajoute également que récemment, au Congo, comme en Sierra Leone, une équipe médicale d'urgence a été dépêchée lors d'événements sanitaires pour venir en soutien à la population. Et de plus, la survenue de la pandémie à Covid-19, qui a mis en rude épreuve le système de santé, nous montre la pertinence de la politique de mettre en place une équipe médicale d'urgence afin de renforcer et soulager les dispositifs sanitaires lors d'une crise sanitaire. Quand l'exercice va se dérouler à Thiès, quels sont les moyens humains et matériels déployés pour cet exercice? Du 7 au 14 mai, au centre d'entraînement tactile Capitaine Baïdjagne, se déroulera l'exercice de simulation de gestion de situation d'urgence sanitaire, en l'occurrence dans un contexte d'épidémie à Covid-19. Il s'agit pour les armées, notamment le service de santé des armées, de déployer un hôpital militaire de campagne avec toute la logistique et le personnel qui va avec. Et durant la période maintenant, il sera mis en place un centre de traitement des épidémies avec en plus une composante chirurgie qui permettrait de prendre en charge les besoins chirurgicaux dans un contexte à Covid. Ainsi, un personnel du service de santé est mobilisé à cet effet et nous pouvons compter dans le TED des chirurgiens, viscéralistes et orthopédiques. Nous pouvons aussi compter des anesthésistes réanimateurs, des paramédicaux, des hygiénistes. À côté aussi, il faut noter la participation de partenaires techniques qui viendraient de l'OMS et qui vont agir en qualité d'observateurs, mais aussi en qualité d'évaluateur pour l'exercice en vue de la certification de l'équipe médicale d'urgence. À côté des participants, des partenaires techniques comme l'OMS, nous avons aussi des représentants du ministère de la Santé qui vont participer à l'exercice, ainsi qu'un partenaire non contournable qui est le personnel du Centre des opérations d'urgence sanitaire, le COUS. Donc, en gros, c'est un déploiement d'un effectif assez important sur Thiès pour une semaine, pour au moins travailler sur des scénarios de catastrophe ou bien d'urgence sanitaire dans un contexte Covid,
où on doit prendre en charge maintenant des personnes atteintes de Covid, mais aussi des personnes atteintes de Covid, mais qui nécessitent des prestations chirurgicales. Avant de boucler cet entretien, pouvez-vous nous parler un peu du déroulement de l'exercice au niveau de Thiès? Tel que je l'ai précisé tout à l'heure, l'exercice se déroulera au centre d'entraînement tactique Capitaine Beidjagne de Thiès. Donc ce sera sur site. Il se déroulera peut-être en 2 phases. Une première phase de certification de l'IMT version CTE, Centre de traitement des épidémies, et une seconde phase aussi pour la certification du pôle chirurgical contexte Covid. Donc ces 2 composantes expliquent en gros le déroulement de l'exercice. Avez-vous un message à lancer à l'endroit de nos auditeurs et à l'endroit des participants? Merci. Le message que je voudrais lancer, c'est un message de remerciement. Remercier le commandement pour l'accompagnement dont il a fait preuve depuis l'acquisition des hôpitaux de campagne jusqu'à ce processus de certification, mais aussi un remerciement vis-à-vis des partenaires techniques et financiers, notamment l'OMS qui a permis la tenue de cet exercice de simulation, mais aussi le personnel du COUS qui n'a cessé d'accompagner la direction du service de santé dans ce processus de certification, depuis l'élaboration des procédures opérationnelles normalisées jusqu'à la tenue de cet exercice, en passant maintenant par la validation des scénarios et des notes conceptuelles. Je vous remercie. Merci à vous. Je rappelle que nous étions avec le vétérinaire commandant Raphaël Tine, chef de division ressources humaines de la direction du service de santé des armées. Prétexte de notre entretien, l'exercice de simulation de gestion de situation d'urgence sanitaire qui va être organisé à Thiès par la direction du service de santé des armées dans la période du 7 au 14 mai prochain. Après ce dernier élément de la ligne de mire, nous vous laissons avec le soldat de 2e classe Mortiam dans le disque du soldat. Armée Nation souhaite une excellente écoute à ses fidèles auditeurs. Adjudant-chef en retraite Moussa Koulibaly, adjudant-chef Abdoulaye Diouf du bataillon au rang, mais également au major Ndofensen de la direction de la prévention et de la sécurité des armées. Auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue à la rubrique dédicace. Le soldat de première classe, Pape Libas Diouf, du centre d'entraînement tactique numéro 4 à Patassi, demande ce morceau pour faire plaisir à ses parents, son père Alun Diouf, policier à la retraite, sa mère Rokhaya Djong, ses sœurs, son frère Souleymane Diouf, sans oublier ses amis, tous à Fogny, Tivaouane. Cette dédicace est offerte pour faire plaisir au caporal-chef Simon Senghor de l'école militaire de santé, son épouse Louise Diouf, sa sœur Louise Senghor, ses frères Gilbert, Philippe Senghor, tous à Senghor dans la région de Fatick. Ce morceau tournera également pour faire plaisir aux soldats de première classe Mambay Ndiaye du bataillon Oran, à ses parents, ses frères et sœurs, ainsi que ses amis à Rufisque, sans oublier sa grand-mère à Tivaouane. Soldat de première classe, Mokhtar Thiam de la DIRPA offre également ce morceau à sa très chère mère Binta Diallo, à son épouse Mohani Ba, à ses enfants bébés Fatima et Mohamed Thiam, sans oublier ses frères et sœurs ainsi que ses amis et toute la population de Aloua, département de Podor. Monsieur Ibrahim Seydou, domicilié à Kermassar, offre également ce morceau à l'ensemble des membres de l'amicale de la classe 1993. Ceci met fin à vos dédicaces. Merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.
kuspina mo buta moga na so kumaje suku waye gata numu yanga chibiki usopale kumu kyo siklu wa luto di roda de marca chica kuspina mo buta moga na so kumaje suku waye gata numu yanga chibiki usopale kumu kyo siklu wa nyokomo waye gata numu yanga chibiki usopale kumu kyo siklu wa nyokomo. Amis auditeurs, c'est sur ces belles notes de musique que s'achève votre émission. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro de Arménation et vous souhaitons un excellent week-end. Vous aviez à la présentation sergent-chef Sidina Issa Diouf, à la prise de son sergent-chef Famara Bodian. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.